vous invitons dans ce voyage visuel et auditif. Ce documentaire porte sur deux mammifères sauvages vivant près de chez nous, le renard et le blaireau. Ces deux animaux que vous allez rencontrer possèdent de nombreux points communs. Leur présence est primordiale pour assurer un équilibre durable des écosystèmes. Bienvenue dans le voyage crépusculaire. Le blaireau européen, un très bel animal, donc Meles meles en latin. C'est un carnivore de la famille des Mustelidae. Donc c'est un petit ours au niveau morphologie, il pèse jusqu'à 10-12 kg. C'est un animal qui n'est pas très haut, qui affectionne particulièrement les terrains vallonnés, avec souvent un peu d'eau au fond. Le renard est un petit peu plus haut sur pattes, il est à 30-40 cm au garrot. Vulpes vulpes en latin, donc c'est aussi un carnivore, mais non pas un mustélidé, mais un canidé. C'est un animal beaucoup moins lourd que le blaireau, il va peser 5-6 kg. C'est un chasseur lui, le renard. Alors lui il chasse, 42 dents pour te dire, le blaireau de 32 à 38. Le renard, 42 dents. Et en particulier, dans les prairies, le campagnol terrestre, ce gros campagnol, là, ça fait une bonne ressource alimentaire. Au niveau alimentation, il ne chasse pas, il va fouiner. Il va creuser, il se nourrit pour 3/4 de lombric. Donc il n'est pas chasseur, il va fouiner avec cette espèce de groin qu'il a, il va retourner, il va farfouiller, donc c'est jamais des trous bien gros, les recherches de nourriture du blaireau. Dans la terre meuble, il va préférer. Et puis, lorsque la période n'est pas la meilleure pour les lombrics, je parle en hiver ou en temps de sécheresse, eh bien le blaireau va se rabattre sur des larves, des invertébrés. Comme il est tout le temps à fouiner au sol, s'il tombe sur une nichée d'oiseaux, elle va y passer. S'il tombe sur un nid de micromame, elle va y passer. Sinon, il peut aussi de temps en temps manger des charognes et puis des fruits. D'où l'intérêt du blaireau, c'est que dans ses fesses, donc ses excréments, on va trouver des graines de figuier, de mûrier, etc. Et il va disséminer ces graines. C'est un de ses rôles dans la nature de répandre un petit peu les arbres. Sinon, il creuse des terriers, bien sûr. C'est un très bon creuseur, ça se voit d'ailleurs à ses pattes, il a de très longues griffes. Des terriers qui vont ouvrir sur des gueules, c'est-à-dire des ouvertures. Et dans ce terrier, en général, on a une famille. On a les adultes et puis 3 jeunes. Puisque au niveau de la reproduction, en général, mais mi-février, la femelle va mettre bas, en moyenne, bien sûr, toujours une moyenne, 3 petits blaireautins qu'elle va allaiter pendant 1 mois. Et puis, au bout de 2 mois, donc pour nous, fin avril, eh bien, ça va être la première sortie de ces jeunes blaireaux du terrier. Alors, les deux espèces en termes d'habitat sont quand même pas mal adaptées à plein de milieux différents. On peut même les retrouver dans des zones périurbaines, dans des zones urbaines, sans problème. Mais globalement, le blaireau, lui, il a tendance à préférer les paysages avec une couverture forestière, mais des alternances milieu ouvert, milieu fermé, voilà, il aime bien ça. Et le renard, lui, il est beaucoup plus ubiquiste, encore plus ubiquiste que le blaireau. Il s'adapte à tous les milieux, le renard. Il va utiliser un terrier déjà creusé, souvent, et puis il va utiliser des broussailles pour se protéger, un gros roncier, un arbre abattu avec une grosse souche, il va s'abriter. Donc il n'est pas très exigeant. Les deux, elles peuvent être en contact plus ou moins direct parce que le renard occupe des tailles de blaireau en fait. Le blaireau, il est un peu considéré comme une espèce ingénieure des écosystèmes dans le sens où il va créer des habitats pour d'autres espèces.
Et le renard fait partie des espèces qui en profitent. Et parfois, ils cohabitent dans le même terrier, surtout dans les très très grands terriers. Le renard n'est pas un creuseur. Il va adapter, il va mettre à sa taille des terriers, que ce soit de lapins ou de blaireaux. Donc on peut croiser dans un même terrier des blaireaux et des renards. Les deux sont crépusculaires et nocturnes. Par contre, le renard, lui, peut quand même s'observer de jour aussi. Alors, on peut citer les prédateurs classiques sur les jeunes de ces mammifères sauvages. On a le loup, on a le lynx, le grand-duc éventuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très forte mortalité infantile. C'est à la sortie du terrier, il y a peu de jeunes qui vont passer l'hiver et qui vont atteindre l'âge adulte. Les menaces, c'est d'abord la destruction des habitats. Les corridors écologiques qui manquent, il ne peut plus circuler. Au-delà des routes, il y a aussi tout simplement l'étalement urbain, la disparition des milieux. Les percussions routières qui sont aussi très importantes et au moment de la dispersion des jeunes, par exemple à la fin de l'été, début de l'automne, on trouve beaucoup de cadavres de blaireaux. Et puis bien sûr la chasse qui en rajoute un petit peu. On pense qu'en France, d'après les dernières études, c'est toujours difficile, il y a 20 000 blaireaux qui sont tués. Le blaireau va être chassable à tir ou sous terre. Donc à tir sur les dates classiques de chasse, c'est-à-dire du 15 septembre au 15 février environ. Et puis, s'il y a des dégâts avérés, le préfet peut autoriser une vannerie sous terre. Il est classé ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc il est chassable toute l'année. Chaque année, on pense, d'après les retours des piégeurs, des chasseurs et puis des observations, qu'il y a un demi-million de renards tués par an en France. Heureusement, la maturité sexuelle est plus rapide que chez le blaireau, qui est à 2 ans. Chez la renarde, elle est à 1 an. Et puis elle va mettre bas 4 voire 5 renardeaux. Donc elle est assez prolifique et c'est ça qui fait qu'elle a survécu, enfin qu'ils ont survécu à toutes ces maltraitances. Elle ne semble pas menacée, mais j'ai quand même un point de vue un peu plus généraliste en me disant que en fait, c'est toute la biodiversité aujourd'hui qui est en danger. Même les espèces qu'on appelle ordinaires, même les espèces qu'on appelle communes, elles ne sont pas à l'abri de se retrouver en déclin. Il y a un rôle très important du renard, c'est la régulation des micro-mammifères. Et aujourd'hui, si on laisse vivre le renard dans les zones agricoles et autres, eh bien, ça va être un prédateur, il va réguler ces micro-mammifères et ça va éviter d'utiliser bromadiolone et tous ces produits chimiques contre les micro-mammifères. Le blaireau, si, comme tout animal, il a sa place dans les réseaux alimentaires, dans les chaînes alimentaires. Il va limiter les micromammes, justement, quand il va se balader à la recherche de nourriture. Il va limiter les larves d'invertébrés. Il va retourner le sol. Et ça, c'est vachement important, de retourner le sol, c'est faire ressurgir des graines qui vont se mettre à... Voilà, ça permet au sol d'être drainé, d'être alimenté en eau. Moi, je dirais que l'enjeu le plus fort, c'est la cohabitation. Parce que c'est 2 espèces qui pâtissent d'une certaine image, on va dire, qui sont pas forcément très appréciées, et surtout, comme ils sont de plus en plus amenés à se rapprocher de l'être humain, y a des superpositions qui se passent entre nos activités et les leurs. Et du coup, tout l'enjeu pour moi, c'est vraiment de réussir à cohabiter avec ces animaux-là qui, de toute façon, ont besoin de nos espaces aussi, de nos espaces urbains pour survivre. Alors, on accuse le blaireau
de piétiner le maïs, de le manger quand il est en lait. On l'accuse de creuser ses terriers sous les voies ferrées, dans des endroits qui finissent par s'effondrer. Et donc ça peut entraîner des accidents de tracteurs et de machines agricoles. Le blaireau, on l'accuse, lui, d'être porteur de la tuberculose bovine. Alors ça peut paraître marrant, pourquoi on parle de tuberculose bovine? Bien parce que c'est avant tout dans les élevages bovins en fait que cette maladie se contracte. Donc typiquement si quelqu'un a un blaireau dans son jardin, il peut être rassuré sur ce point de vue là, il risque pas d'attraper la maladie. D'un côté on a la rage pour le renard, même si aujourd'hui la France en est indemne, donc rien que ça déjà, voilà. Et après il y a aussi l'échinococose alvéolaire, mais là pour le coup c'est plus nos pratiques à nous en fait, éviter de ramasser les fruits qui sont qui sont bas au niveau du sol. Si on les ramasse, je crois qu'il y a tout un processus où il faut bouillir, il faut faire bouillir les fruits. Bref, en fait c'est plus à nous d'adapter notre pratique. En fait, tout ce qui vit la nuit, ça nous échappe. Et ça met, comme nous on n'est pas à l'aise de nuit, ça met en nous des peurs complètement, ça décuple nos peurs en fait. Donc autant essayer de composer avec, surtout que c'est aussi à cause de nos activités qu'elles se sont retrouvées là. Donc bon, c'est un peu, après, limiter l'étalement urbain, limiter la construction de routes, ou en tout cas réfléchir toujours à faire des passages à faune, même si c'est pas parfait. Et puis en même temps sortir le renard roux de la liste des ésodes. Parce qu'aujourd'hui, on sait que s'il est classé ésode, c'est parce qu'il est une concurrence pour le gibier, de relâcher en particulier. Au niveau des terriers, alors oui, il y a des répulsifs. Par exemple, je pense aux voies ferrées, où c'est vraiment indispensable de les expulser, parce que c'est vraiment très dangereux. Donc il y a tout un tas de répulsifs qui existent. On peut aussi faire des terriers artificiels. Ça a été fait en Alsace, avec des bus béton. Comme ça, on leur permet de nicher ailleurs. Il faut reconnecter les gens à la nature et aux animaux sauvages. Pour ça, il y a plein de moyens. Il y a aller auprès des gens, proposer des conférences, aller dans les écoles. Les associations, que ce soit la LPO, FNE, Arthro, vont dans les écoles pour proposer des animations. Et à travers ces animations, on touche les enfants. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer, mais il faut aussi éduquer et rééduquer, je dirais, les adultes. Les gens ont de plus en plus de mal à accepter la faune sauvage et son travail. Il faut réhabiliter ces animaux auprès du public, et pour les réhabiliter, il faut aller au-devant du public et leur expliquer, leur parler. Il faut amener les gens sur le terrain, leur montrer ce que c'est qu'un terrier de blaireau et leur expliquer que le travail que fait le blaireau, c'est un travail pour la nature. Pour le blaireau, moi je conseille de trouver son terrier, ce qu'on appelle le terrier principal, c'est-à-dire là où le groupe social va vivre le plus souvent. Avec ces deux indices, un terrassement récent, de la litière parce qu'il en laisse traîner un petit peu partout, là tu peux dire que le terrier est actif. Alors moi je conseille plutôt de faire ça avril, on peut commencer en avril et faire ça l'été, parce que c'est là aussi où les jeunes vont être de sortie, donc c'est là où on va pouvoir les observer. Mais comme les jeunes peuvent sortir entre avril et mai, on peut commencer mai, juin, juillet. Pour le repérer, ça va être les indices, les indices qu'il laisse, les coulées, les peaux, donc c'est là où il fait ses déjections, c'est des petits trous où il fait ses déjections. C'est mieux de le faire crépusculaire surtout, vers par exemple 20h. L'été c'est pas mal. Et le renard, lui, comme il peut être observé tout le temps, on peut se poster tout le temps quelque part, mais le mieux c'est à l'aube, de jour, ou au crépuscule, juste avant la nuit.
Ça va être de la recherche d'indices, d'y aller au bon moment et à la bonne période, pour éviter aussi de les déranger s'ils sont en pleine période de mise bas, voilà. Pour moi, c'est surtout apprendre en fait à les observer différemment. Typiquement, moi, ce que je conseille parfois aux personnes qui rencontrent du blaireau, du renard dans leur pelouse, dans leur jardin, c'est de dire filmez-le, enfin observez-le, voyez comment il se comporte. C'est parfois juste en les observant et en voyant des images vidéo qu'on se rend compte que juste ils cherchent sa nourriture, quoi. Donc c'est surtout, si je devais faire passer un message, c'est apprenons à les aimer, apprenons à cohabiter, essayons un max de solutions différentes pour y arriver. C'est des êtres qui sont capables de ressentir de la souffrance, c'est des êtres qui font partie de notre faune française et qui globalement sont là depuis quand même très longtemps. Donc est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à les laisser vivre? Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à cohabiter avec elles? Voilà, je sais que c'est pas toujours évident et je dis pas que c'est facile de le faire, mais plus on tendra vers ça, plus on sera en accord avec la biodiversité qui nous entoure et plus on réussira nous-mêmes à survivre, parce qu'en fait cette biodiversité-là, on est à l'intérieur, on en dépend, enfin voilà.